C'est particulier ce qui s'est passé cette semaine, hein. D'habitude, on est vraiment en mode stablecoin en ce moment, ça ne bouge pas. Ether n'a pas trop pris de valorisation cette semaine. Par contre, on se retrouve quand même à avoir Bitcoin qui est parti des 25 700 $ et qui a grappillé. Je sais pas si vous avez eu cette impression, mais pendant 7 jours, j'ai eu l'impression que tous les jours, on avait le droit d'avoir 100 $ de plus et on a un Bitcoin qui remonte au-dessus des 26 500. Ça change pas trop l'énergie et le mood global du marché. C'est pas ces 700 $ qui vont changer quoi que ce soit, ni sur la tendance à venir de fin d'année, ni même sur les gros supports et résistances qui sont surveillés. Globalement, j'aimerais qu'on aille passer la tête au-dessus des 27 500, 28 000 pour aller taper et pour rester durablement au-dessus des 30 000 $. Mais globalement, ça bouge pas trop. Ça commence à faire un bon moment là, hein. Ça commence à faire vraiment un bon moment que le marché est plutôt stable. Je me dis que c'est pas plus mal. Pourquoi? Déjà parce que en tant qu'entrepreneur, on a différentes structures et un Bitcoin qui traîne autour des 27 28 000 $, ça fait mal, c'est relativement bas, mais c'est mieux qu'un marché qui t'emmène à 10 15 000 $ pendant 6-7 mois. Ça peut faire de très gros dégâts et on n'en a pas besoin, très clairement. Bref, un petit mois de stabilité, si vous regardez ça, globalement, on a quand même une petite semaine qui nous tire vers le haut, mais oui, on est au même prix que depuis le mois d'août, depuis la grosse baisse qui nous a fait quitter des 30 000 $. Globalement, on est quand même sur un prix qui est relativement raisonnable, tant qu'on retombe pas, et c'est le pire, hein, ce qui me faisait vraiment peur, c'était de tomber dans un creux à 10 15 000 $ durable. Ça veut pas dire qu'on n'y touchera pas d'ici la fin de l'année, mais là, globalement, sur les 7 derniers jours, le cours a pris un peu d'énergie, on s'est éloigné des 25 000 $ sur lesquels on a bien rebondi, et pour l'instant, c'est encore stable. Mais on n'a pas assez de visibilité pour une quelconque tendance de marché, que ce soit bien clair. Globalement, le marché, et ce que tout le monde attend, c'est ce fameux bull run. D'ailleurs, je me demande, j'aimerais bien avoir votre avis, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien aborder dans ma prochaine vidéo, mais je prendrai un assez gros risque, entre guillemets, enfin, pas vraiment, parce que je dis pas quand ça va arriver, mais j'aimerais parler des 2-3 facteurs qui peuvent nous mettre en bull run aujourd'hui. Le premier, c'est évidemment le halving day, qui est très surveillé. C'est possible qu'on ait d'ici 3-4 mois un regain d'énergie. Normalement, c'est post-bull run, c'est vraiment après. Là, je me dis qu'on a quand même l'ETF de BlackRock qui peut accélérer tout ça, et on a une ouverture de l'Asie. Que ce soit Hong Kong ou que ce soit Singapour, on a quand même une certaine ouverture qui fait qu'on peut avoir une accélération du marché, et globalement, la position des institutionnels et des plus gros volumes. Donc, je pense qu'on peut avoir des fêtes de Noël particulièrement sympathiques, et si c'est pas le cas, ce sera dans les mois qui suivent. En tout cas, pour moi, si on commence à avoir un petit peu de soleil et de chaleur qui vient taper le marché des crypto-monnaies, ce sera probablement sur l'année 2024. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je n'en sais strictement rien. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais ça ferait vraiment beaucoup de bien à l'écosystème et ce serait plutôt cohérent que d'ici mi, voire fin 2024, on commence à avoir un petit peu d'énergie. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà. Les amis, mon partenariat avec DYDX, je le pose maintenant. Déjà, je travaille de plus en plus avec eux. C'est-à-dire que je suis en train de bosser avec eux également avec Meria, dans le sens où on est en train d'opérer un nœud sur le testnet. C'est-à-dire qu'il va y avoir la fameuse transition où ils vont quitter en fait Starkware et ils vont passer sur la blockchain Cosmos et ça va leur permettre plus d'interopérabilité avec toutes les différentes blockchains. C'est donc un gros switch. Pour l'instant, vous pouvez déjà tester la V4 ici si ça vous intéresse. Et normalement, d'ici moins de 2 semaines, c'est-à-dire d'ici début octobre, il devrait y avoir le lancement officiel de la 4e version de DYDX sur la nouvelle chaîne. Et pour le coup, c'est assez fou à voir d'un point de vue technique. Si ça vous intéresse, on fera un live dans lequel je vous donne un petit peu plus de vision technique sur comment ça marche. Parce que vous le savez, DYDX, c'est une plateforme qui vous permet de façon décentralisée de poser vos trades, avec ou sans effet de levier. Je vous rappelle que l'effet de levier est très risqué, je le déconseille pour les débutants. En attendant, ça peut vous permettre de prendre des positions en pariant à la baisse ou à la hausse. Et c'est assez intéressant parce que comme c'est un DEX, c'est décentralisé, évidemment, vous n'avez pas de KYC, vous avez un onboarding qui est beaucoup plus facile parce que vous n'avez pas tous les problèmes de conformité d'une plateforme d'exchange. Par contre, c'est intéressant de voir comment c'est géré parce que vous avez un order book, ceux qui veulent acheter et ceux qui veulent vendre, hein, évidemment. Vous allez pouvoir voir la profondeur de votre order book et de façon décentralisée, c'est assez rare. C'est-à-dire que toutes ces infos-là, les acheteurs et les vendeurs, ce n'est pas dans une base de données. C'est carrément le smart contract de DYDX qui va connecter les acheteurs et les vendeurs. Comme c'est totalement décentralisé, c'est sur votre clé privée, dans votre wallet en fait, que vous allez conserver votre position. Et ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre comment ça marche. Et donc, il faut d'autres infrastructures techniques que l'on appelle des indexeurs pour maintenir les informations de l'order book et pour être sûr que toutes ces informations sont bien intègres et sont bien partagées en temps réel avec tous les traders qui sont sur la plateforme, même quand il y a énormément de volatilité. Et donc, il faut des grosses infrastructures robustes qui vont pouvoir tenir à jour. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'avec Meria, en plus du validateur qu'on est déjà en train d'opérer sur le testnet, qu'on arrive à avoir un indexeur et qu'on fasse partie des gens qui fournissent une infrastructure décentralisée pour maintenir les order books et pour maintenir toutes
toutes les informations qui permettent d'échanger en temps réel des données et de permettre à chacun de parier à la hausse ou à la baisse des crypto-monnaies. Et ça, c'est costaud. Alors, grosse collab, pour l'instant, avec Hasher, oui, parce qu'on a déjà fait des opérations avec la Hash Consulting. Moi, c'est juste plutôt passif. Je vais vous montrer les courbes sur DYDX. Je vais vous en parler 2 petites minutes par semaine. Et pour le coup, il y a le bandeau que vous voyez en haut en lien avec DYDX. Et je vous parlerai, si vous en avez envie, plus en profondeur, c'est-à-dire au-delà du partenariat, si ça vous plaît. Le but, c'est pas que ce soit barbant, le but, c'est pas que ça vous gêne. Donc, si jamais à un moment vous voulez plus de détails, on ira en profondeur. Et sinon, c'est simplement vous rappeler qu'ils sont sponsors de ce live et que du coup, on travaille en collaboration avec eux. Il y a quelqu'un qui s'est trompé dans la blockchain Bitcoin et qui, en faisant une transaction, a inversé les frais et le montant qu'il a voulu envoyer. Il a payé 470 000 € de frais, alors qu'en fait, il voulait envoyer ces 470 000 € et payer quelques frais de transaction. Naturellement, on s'est rendu compte très rapidement que c'était Paxos, c'est pas n'importe qui. Paxos, c'est ceux qui émettent le stablecoin de PayPal, à l'époque le stablecoin de Binance, le BUSD, mais également l'USDP, leur propre stablecoin à eux. Et donc, ça a été récupéré par une pool de minage qui a récupéré ces frais de transaction en excédent. En l'occurrence, ils ont été remboursés, c'est-à-dire qu'F2Pool a remboursé les 500 000 $ à Paxos. Identity Verification, ouais, ils ont fait un KYC pour être sûr que c'était Paxos, et après ça, ils ont tout simplement fully refunded the fee to the sender. C'est quand même dommage qu'ils aient pas demandé, moi j'aurais demandé 10%, 20%, c'est Paxos quoi, les mecs ils crèvent pas de faim, sérieux. Tu fais une erreur comme ça, t'as de la chance que... Bref, en tout cas, ils ont été remboursés. À crypto, la plateforme CoinEx s'est fait voler, alors 27 millions, c'est ce qu'on pensait au début. En fait, il s'agit de beaucoup plus que ça, puisque ça a été ensuite révélé à plus de 70 millions de $, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est tout simplement la clé privée du hot wallet de CoinEx qui s'est fait taper. Mais CoinEx explique, oui, on s'est fait taper nos hot wallets, ça représente 70 millions de $, mais ce n'est qu'une petite partie de ce que l'on possède. Écoutez, c'est tout ce que je souhaite. En attendant, ils ont précisé qu'ils allaient dédommager à 100% leurs utilisateurs. Là, j'aimerais bien voir ce qui se passe si tout le monde retire d'un coup de CoinEx, s'ils arrivent à payer tout le monde. Il faudra notamment surveiller la réalité de la reprise des retraits pour les clients la semaine prochaine pour s'assurer que la situation n'est pas dramatique au point d'être mortelle pour la crypto-bourse. C'est d'ailleurs ce qui a achevé FTX et on va pas relire un article pour nous expliquer comment est-ce qu'ils sont morts. UOB change de nom et là, faut avoir des coronesses. Alors vous le savez, UOB a été racheté par... Justin Sun, créateur de Tron, et du coup, UOB Tron Exchange. Mais après la faillite d'FTX, faut quand même avoir des sacrés coronesses pour nommer ton nouvel exchange HTX. Bref, naturellement, changer de nom pour se positionner, je comprends, mais quand même, HTX, faut avoir du courage. Enfin, c'est comme monter une banque et l'appeler Lehman Brothers, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas Lehman, tu vois, t'as mis Citron devant, mais va quand même y avoir ce petit... Ça sent la merde, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a un petit truc. Les amis, la grosse actualité qui a fait un petit peu peur au marché, mais ça s'est assez vite lissé, finalement, ça s'est calmé, ça n'a pas eu trop d'impact. FTX, la plateforme d'exchange qui avait fait faillite, a eu l'autorisation du tribunal, si je ne dis pas de bêtises, c'est le juge du Delaware qui autorise FTX à vendre 3,4 milliards de $. Oh, les réseaux sociaux se sont tout de suite emportés. Panique, est-ce qu'il faut ? Où est-ce qu'il faut vendre? C'était la question. Bref, c'est sur le réseau X que tout le monde s'est un peu affolé en disant « Merde, qu'est-ce qui se passe si FTX, pour conserver des dollars et pour pouvoir rembourser ses clients dans la procédure de faillite, blablabla, se met à vendre 3,4 milliards de $, aujourd'hui. Alors que la plupart des crypto-monnaies sont au fond du fond, est-ce que ça ne va pas précipiter les cours encore plus bas? Eh bien, voyez-vous, c'est un petit peu nuancé, c'est pas tout à fait ce que vous pensez, puisque en effet, il n'y a pas qu'une autorisation de vente. Déjà, FTX a le droit de vendre, de stacker ou de hedger. Donc ça ne veut pas forcément dire dumper méchamment et vendre ses cryptos. Il a le droit de stake pour générer des intérêts. Leur but, c'est quand même de limiter les pépins et de limiter les dépenses afin de rembourser un maximum aux utilisateurs qui se sont fait baiser dans cette histoire. Mais également, ils peuvent se hedger. Alors qu'est-ce que ça veut dire se hedger? Eh bien en fait, c'est très simple. La plateforme doit tant de dollars à ses utilisateurs. Elle a le droit de se dire, bon, maintenant, ce que moi je peux faire, c'est, je ne sais pas si le Bitcoin va monter ou descendre. Par contre, je sais que je dois 25 000 $ à tel utilisateur. Eh bien, ce que je vais faire, c'est comme je suis obligé d'avoir du Bitcoin. S'il s'envole, tant mieux, mais s'il s'effondre, je n'aurai plus l'argent pour rembourser les gens. Eh bien, je vais me hedger, c'est-à-dire que je vais shorter le Bitcoin. Si le Bitcoin monte,
bah tu perds de l'argent avec ton short, mais c'est pas grave, t'en as gagné parce qu'il a pris de la valeur et que tu détiens le Bitcoin. Et à l'inverse, si le Bitcoin perd de la valeur, bah le Bitcoin que tu as vaut moins, donc tu n'es pas capable de rembourser ton client, mais comme tu l'as shorté, comme tu as également parié à la baisse, tu as récupéré l'argent que tu as perdu. Donc ça veut pas forcément dire qu'ils vont tout vendre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est, mais dans ces 3,4 milliards, Jamy, est-ce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui peuvent affecter le marché? Hein, globalement, ils ont 720 millions de dollars de tokens Solana, 350 millions de dollars de Bitcoin, 110 millions de dollars d'Ether et 66 millions de dollars d'APT. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas eu le droit de tout vendre d'un coup. Ils doivent vendre maximum 100 millions de dollars par semaine et ça pourrait monter plus tard. Et croyez-moi, quand tu as un gros stock de Bitcoin, tu ne veux pas faire baisser le prix de Bitcoin en vendant un tiers de ce que tu as. Naturellement, ils vont vendre petit à petit, ils vont vendre intelligemment. Je ne pense pas que ça va tirer le cours vers le bas. Les ST Ether, les WST Ether vont arriver enfin sur l'écosystème Cosmos, ils vont être bridgeables et ils vont pouvoir arriver là-dessus. La plateforme Genesis qui fait des prêts et des emprunts crypto-monnaies coupe tous ses services petit à petit. Apparemment, Digital Currency Group a trouvé un accord pour rembourser une partie des gens qui utilisaient ces services-là, notamment Gemini, la plateforme d'exchange des frères Winklevoss. Mais pour le coup, elle arrête ses services petit à petit. Polygon a fait sa grande annonce. En gros, le token Matic va évoluer et va devenir le token Polygon. Le Polygon permet une migration 1 pour 1 du jeton Matic existant, une offre initiale à 10 milliards et une émission annuelle de 2% répartie équitablement entre les récompenses de mise des validateurs de trésorerie communautaire. Les logiciels les plus utilisés pour faire des nœuds Ether ont un bug et donc ils font un call pour ne pas faire la mise à jour, la version 13.0. Je pense qu'il y aura très vite une 1.13.1 qui va régler ce bug-là. En attendant, ça aurait pu mettre en danger le réseau si tout le monde avait fait le bug. Je pense que ce sera très rapidement résolu et à votre échelle, ça ne vous affecte pas pour le moment. Et pour finir, il y a enfin Tam Guardian qui est disponible, donc vous pouvez le télécharger, je ne sais pas sur Android, mais vous pouvez le télécharger sur iOS et je vais pouvoir normalement la semaine prochaine, si ça vous intéresse, vous faire avoir des capsules. La capsule, vous l'avez compris, hein, vous pouvez mettre des informations, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des informations. Je vais ouvrir ma nouvelle capsule. Je fais mon Face ID, ouverture en cours, cela peut prendre jusqu'à 1 minute, donc la transaction est en train de s'ouvrir. Et ensuite, je vais pouvoir l'envoyer sur la blockchain Ternoa. Donc c'est évidemment une application, l'une des toutes premières applications qu'ils avaient promis. Et ça vous permet d'envoyer dans la blockchain avec des conditions, genre dans 6 mois, envoyer ça à ma mère, dans 2 ans, faire ça, etc., etc. Et pour le coup, c'est disponible. Il faut avoir des capsules évidemment pour essayer. Est-ce que ça vous intéresse que je demande à Ternoa de me fournir des petits codes cheatés pour avoir des capsules de test si vous voulez essayer d'envoyer des informations et de configurer votre propre capsule? Nommez votre capsule. Suppo. Décrivez votre capsule. Message au hasher de 2025. Confirmé. Choisissez une image pour votre capsule. Incroyable. Incroyable! Et là, je peux définir le destinataire. Oh, j'ai ma capsule. J'ai la capsule. Je l'ai vraiment appelée Suppo. Quel abruti, quoi.